Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mamoumani, journaliste, productrice, réalisatrice et désormais auteure. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle PTDR, pour une thérapie du rire, dans la collection #sans filtre des éditions Jouvence. Elle est également mamouze, influenceuse, dont le compte Instagram avoisine les 100 000 followers. Elle vient nous raconter les liens entre le rire et son parcours de vie. Bonjour Julie. Bonjour Delphine. Je te présente Yann. Salut Yann. Bonjour. Julie, où as-tu vécu et grandi ? Alors, je suis une vraie Parisienne. J'ai vécu exactement où là, on est en train de faire cette émission, c'est-à-dire dans le 17e, à quelques encablures du parc Monceau, mais je suis née dans le 10e. Mais je me sens hyper parisienne. J'ai un père d'origine tunisienne et une mère bretonne. Est-ce que c'est ça, justement, être une vraie Parisienne ? C'est de venir de partout. Tu as dit avoir vécu en Algérie étant petite ? Oui, mon père travaillait en Algérie, en effet. J'ai des parents qui ont toujours voulu qu'on voyage et qu'on habite ailleurs, donc on était bien partis pour faire de l'expatriation. Et il a commencé en Algérie, il travaillait pour la banque, pour la BNP, et après on devait continuer dans d'autres pays. Et puis finalement il a créé une boîte en France, donc il est revenu en France. C'est pour ça qu'il nous a mis dans une école internationale pour être sûr qu'on soit capable du jour au lendemain de partir ailleurs. Mais en tout cas on a beaucoup voyagé. J'ai eu beaucoup de chance avec des parents très farfelus, ce que je raconte dans mon bouquin. Et est-ce que tu as quand même, malgré tout, des souvenirs de l'Algérie, ou est-ce que tu étais trop petite à l'époque ? J'ai beaucoup de souvenirs parce que c'était un moment très marquant. On avait une maison sur la mer, tout en carrelage, et puis j'ai des parents qui, en carrelage, mais des beaux carrelages comme des Azuelos. J'étais déjà une grande sœur, et donc je m'occupais beaucoup de mon frère. J'ai beaucoup d'images. J'avais un chat, enfin voilà, je vois très bien, et j'ai toujours eu une très bonne mémoire. Donc si, je m'en souviens très bien. Et c'était merveilleux d'être dans un autre pays, et c'est quelque chose qui m'a toujours porté, même dans mon métier de journaliste. Moi, j'ai une curiosité insatiable, et donc le voyage en fait partie. Quel type de souvenirs tu gardes de là-bas ? Alors je dirais que finalement c'était pas si loin de mes origines, puisque comme je vous ai dit, mon père est tunisien, donc la chaleur, le couscous, la chaleur humaine en fait, c'est surtout ça que je retiens. Maman avait, c'était assez drôle puisque mon père et ma mère avaient pris une nounou, Zora elle s'appelait, et ils avaient dit bon, il faut que vous fassiez ci, ça, et apparemment elle prenait tellement au pied de la lettre les infos que mes parents lui donnaient, que elle était Madame Parfaite, et elle nous faisait des câlins tout le temps. Elle était hyper gentille avec nous. On faisait des yaourts parce qu'il y avait pas forcément des épiceries. Bref, donc on faisait, je sais pas, toujours un temps merveilleux quoi. Je dirais que l'Orient, il y a la douceur de l'Orient, et que ça, moi j'adore ça. Tu restes en lien avec Zora ? Non, je l'ai perdu. J'étais petite, hein, j'avais entre 3 et 4 ans, donc ah oui. Non, j'étais vraiment petite. Sinon, j'aurais adoré. J'avais un amoureux belge aussi. Enfin bon, voilà, mais j'ai pas gardé le lien avec lui. Donc vous êtes restés peu de temps en fait. Ouais, c'était finalement. Peu de temps. En fait, très vite, il y a le meilleur ami de mon père qui a débarqué, qui a dit tu veux pas qu'on crée un logiciel informatique, et il a dit ok. J'ai un père qui est très agité aussi comme moi, et donc voilà, c'est aussi sec qu'on était reparti. Alors, comme je te l'ai expliqué, l'émission s'appelle Les Petits Liens. On précise habituellement les liens qui nous unissent aux invités. Et en fait, nous étions au lycée ensemble, à l'école active bilingue. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tes parents avaient choisi une école bilingue, justement pour pouvoir aller un peu partout. Est-ce que c'est ce qui t'a conduite, en fait, à faire ton premier reportage sur le terrain en tant que journaliste à San Francisco? Est-ce que ça a été
ça a été déterminant, on va dire, le fait d'être bilingue ou d'avoir, on va dire, de grandes facilités pour pouvoir avoir ce poste? En fait, c'est une école géniale. Alors, il y avait évidemment le côté international, mais aussi le côté autonomie de l'élève. Je sais pas si tu te souviens, Delphine, mais ce qu'ils voulaient, c'était justement qu'on soit pas des numéros comme au lycée public. Moi, j'avais des copains à Carnot qui souffraient. Nous, j'ai l'impression qu'on pouvait vraiment choisir ce qu'on aimait faire. Donc, moi, je me souviens, je m'occupais de toutes les actions humanitaires. Et ça, c'était vraiment quelque chose que voilà, j'ai toujours adoré bilingue, c'est qu'ils aimaient qui on était, et c'était un peu justement à l'anglo-saxonne, on était plus voilà des personnes que des numéros. Et oui, bien sûr, bilingue m'a aidé, et il se trouve que j'ai un frère qui vit à Londres et qui ne travaille qu'en anglais, et un autre frère qui travaille à New York et qui ne travaille qu'en anglais. Alors moi, c'est moins le cas. Mais oui, savoir et pouvoir faire des interviews en anglais et même dans les situations de stress, parce que oui, je suis allée à San Francisco, mais même quand je recevais Angelina Jolie ou Daniel Craig, si t'es pas un peu à l'aise en anglais, tu te sens hyper mal à l'aise, parce que déjà c'est trackers, t'as 6 minutes pour les interviewer, tu dois les amener sur des sujets qu'ils n'ont jamais envie d'aborder. Donc oui, bien sûr, c'est une chance folle. Alors mes parents disent qu'ils nous, je sais pas, ils auraient pu s'acheter des Rolls-Royce avec nos 3 éducations, mais bon, voilà, on les remercie pour ça. Tu parlais de tes frères, est-ce qu'ils étaient également à l'école active bilingue? Bah oui, c'est pour ça, là, voilà. 2-3 Rolls-Royce, quoi. Voilà. Et quelle relation entretiens-tu avec eux? Je les adore. Je suis la grande sœur aînée, donc je me suis souvent prise pour leur deuxième maman. Je suis hyper fière d'eux. J'ai un petit frère qui est architecte à Londres et qui a fait le temple de Burning Man en 2018, qui a cette incroyable don de faire à la fois de l'architecture algorithmique, c'est-à-dire qui code, et on ne sait jamais bien ce qui va ressortir, mais ça fait des formes organiques, c'est assez exceptionnel. Je vous engage à aller regarder son Insta, Mamoumani, ça s'appelle. Et oui, il a coopté notre nom, mais en tout cas, c'est absolument magnifique, et mon autre frère aussi est génial, et lui, je comprends même pas ce qu'il fait tellement c'est dingue, il fait il fait des calculs mathématiques pour savoir dans 5 ans où on sera l'état du blé ou des trucs comme ça. Bon, enfin voilà. Donc quand je tombe sur ces ordinateurs, moi vous pouvez tout comprendre, lui rien du tout. Alors effectivement, on sait que ton frère est architecte. Tu veux dire que j'en parle beaucoup sur mon Insta? Ouais, je sais. Pas mal. Sais. L'autre est jaloux, mais c'est moins visible. Et en fait, si tu veux, moi je suis collectionneuse street art, et je collectionne un street artiste à qui ton frère est connecté justement, qui s'appelle Codex Urbanus, et qui participe à cet événement chaque année. Mais alors, vraiment chaque année. Il a même une bague au doigt qui représente en fait le village de Burning Man. Et en fait, il y a sur ton site mamousprod.com un reportage au sujet du street art, oui, qui a été réalisé à l'hôtel Molitor. Entre autres, avec Magda Galerie, qui est géniale. Absolument. Magda Danis, qui est formidable. Une galeriste réputée, oui. Extraordinaire, qui avait découvert JR, Vic Muniz, plein d'artistes formidables. Et c'est vrai que c'est assez génial, ce street art. C'est extraordinaire. Il y a vraiment plein de formes différentes. Moi, je suis assez époustouflée par la créativité des gens, en fait. Alors les artistes encore plus, mais de pouvoir prendre la ville comme support poétique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, même sur Mamouze, mon compte, c'est quelque chose que j'adore relayer. Et tu es toi-même collectionneuse ou Non, pas vraiment. Non, à part de même. D'accord. Il y avait Vils aussi dans le reportage oui, qui est actuellement exposé en fait sur la péniche Fluctuart, où j'ai fêté les 10 ans du groupe DSR, qui est du reste géré, la péniche est gérée par Nicolas Lochereau-Lasserre, que nous embrassons. Avec qui je travaille, puisque je suis directrice d'un MBA à l'EFAP, et lui, il est directeur d'un MBA à l'ICAR. Donc on est Absolument. tout le temps, on travaille souvent ensemble. Ouais. Et sinon, est-ce que c'est par pure passion du street art ou tu as réalisé en fait ce reportage sur commande? Franchement, je me rappelle plus. C'était pour 100% mag. Il fallait faire un sujet par jour. Donc, parfois, en fait, certainement qu'il y avait eu... Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose Il y a certainement quelque chose qui fait qu'on s'est lancé sur le sujet. Après, ce qui était génial, et c'est pour ça que j'adore mon boulot, c'est que il faut toujours aller chercher la nouveauté. Donc, en effet, il y avait Molitor qui venait de sortir, et donc il y avait ces artistes exposés.
Là aussi, une Rolls-Royce complètement taguée à l'entrée. Enfin, c'était vraiment chouette. Et surtout, Molitor était un haut lieu du graffiti, ce qu'on a peut-être oublié avant que ce soit repris par cet hôtel. Alors, la Rolls-Royce appartenait en fait à Cantona et a été taguée par John One. Ah, c'était John One, exactement. Et ensuite, ce que j'avais trouvé génial, c'est que j'avais découvert ce collectif que je suis toujours, qui s'appelle #Disturb, DYSTURB, et c'est des photoreporters qui s'étaient rendus compte que finalement, même s'ils allaient dans les plus belles, dans les destinations les plus fortes et faire les plus belles photos, ils n'étaient pas toujours relayés puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour les photoreporters. Donc, ils affichent encore aujourd'hui, ils affichent leurs photos sublimes sur les murs, ils mettent des QR codes et tu peux aller voir qui l'a fait, pourquoi ils l'ont fait. Et puis en fait, c'est pour interpeller les gens, pour leur montrer voilà ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vraiment là aussi l'info, mais à portée de tout le monde. Et je dois dire que ça me touche beaucoup ce genre de démarche, à tel point qu'aujourd'hui ils font de l'éducation aux fake news dans les écoles. On fait beaucoup de choses ensemble. Par exemple, pour le 8 mars, chez Grande Contrôle, on avait fait une exposition où c'était que des photographes femmes qui photographiaient des événements de femmes dans tous les pays du monde, parce qu'en plus ils ont accès à tous les grands photoreporters du monde. Donc voilà, tu vois, moi j'adore quand ça sort du cadre. On reviendra sur Grande Contrôle et tes liens avec la Lune Rousse et Denis. Ouais. Tu viens d'évoquer la direction d'un MBA. Revenons d'abord sur tes études à toi, avant de parler de ce que tu enseignes. Je vais trop vite, je sais, c'est mon problème. Qu'est-ce qui t'amène à faire... on a compris que tu étais donc passionné d'art, ça vient très tôt. C'est ce qui t'emmène... En fait, je suis un peu passionnée. En fait, tu sais, c'est les journalistes, on n'a pas forcément une passion. En fait, je suis passionnée par les histoires. Donc, au fond... Découvrir, exactement. T'as compris. Donc, non, j'ai toujours voulu être journaliste. Je sais même pas pourquoi, parce que j'avais pas forcément des modèles... je vais dire, à part peut-être Kessel et Albert Londres, mais même, ça serait un peu exagéré, même de les mentionner, parce qu'en fond, tu les connais pas. Je sais pas, c'était l'idée de crapahuter. Ma mère te dira que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été roule-tabi et j'adore l'aventure. Donc, en fait, je pense que je sais pas, j'ai bien trouvé. Heureusement, j'avais trouvé mon activité. En revanche, j'ai loupé Sciences Po la première année, donc j'étais en histoire. Et là aussi, je me suis éclatée à faire des études d'histoire. Et surtout, j'ai fait un DEA sur le judaïsme et le rastafarisme. Donc, je me suis bien marrée et j'ai eu la meilleure note. Et donc c'était très sympa de louper Sciences Po et de travailler là-dessus. Et puis après, C'est toi qui amènes le sujet ? Là, oui, bien sûr. En fait, j'étais en christianisme antique à la Cato, à l'Institut catholique de Paris. Et puis... j'ai proposé ce sujet parce que j'avais un copain de mon père qui avait été chef-op. Il avait été non seulement le chef-op de Shoah, beaucoup moins marrant, mais c'était lui qui avait eu cette idée de caméra formidablement cachée avec Lanzmann, qui accompagnait Lanzmann. Et ensuite, il est allé en Jamaïque pour faire Countryman, qui était un film sur les Rastas. Il devait avoir besoin de respirer un peu. Non, ce qui est génial, c'est qu'il m'a dit, parce que je sais pas, j'aime bien l'idée de vos petits liens parce que c'est exactement ça la vie. La vie, c'est plein de petits liens. Et il m'a dit, je sais pas pourquoi il devait être chez mon père le jour où je devais choisir mon sujet, et puis c'était la virginité au temps de Jésus, le messianisme. Bon, intéressant, mais pour moi, je suis un peu rebelle et rigolote. Alors ça, c'était un peu... Et moins proche de tes racines. Oui, je sais pas. En tout cas, je sais pas, ça me paraissait un monde à gravir, alors que lui, il me dit, mais tu sais, j'étais en Jamaïque, il parle tout le temps de la Torah, d'Exodus, de Zion, tu devrais leur proposer ça. Et là, je me suis dit, waouh! Et je suis arrivée en cours le lendemain et je leur ai proposé ce sujet et ils m'ont dit, si t'arrives dans 15 jours avec 15 pages, banco! Et puis, évidemment, comme j'ai adoré, ça c'est le propre des journalistes ou des gens passionnés, c'est que si tu aimes, t'y vas, et si, sinon tu procrastines. Et sur ce coup-là, j'ai réussi et j'ai eu la meilleure note à ma maîtrise. Et puis ensuite, en parallèle, j'ai développé mon débat, mais je me suis arrêtée en route et j'ai passé un DESS de journalisme à l'Institut français de presse. Et là, j'étais la plus heureuse des femmes, parce qu'autant j'ai un peu galéré avant d'année en année, autant là, justement, dans mon DESS, quand j'ai passé les entretiens, les exercices, je l'ai eu tout de suite, alors qu'on était plein et que j'étais dans les premiers sélectionnés. Et je me suis dit, je crois vraiment que je suis à ma place.
Tu es issu d'une double culture religieuse. Quel a été l'impact en fait de cette double culture sur ta façon de concevoir la vie ? Je suis schizophrène, mais sinon tout va bien. Ouais, non, mais c'est un peu vrai, je rigole, mais c'est un peu vrai, t'as toujours le cul entre deux chaises. C'est absolument génial. T'es toujours, alors attends, juif chez les cathos chez les juifs, et puis ça peut marcher pour tout, hein. Et d'ailleurs, c'est presque un petit jeu que j'adore avoir parce que tu passes partout entre mon nom qui est un peu, qui pourrait être tahitien, ou la dernière fois on m'a dit t'es indienne, ou j'adore l'idée. Franchement, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse parce que justement, je te parlais d'histoire, de journalisme, c'est apprendre à avoir un esprit critique, et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont complètement permis ça. Il y en a pas un qui s'est converti. Ils sont chacun avec leur religion. Toujours aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ah, merveilleux. Donc, chez moi, il y a une grande liberté de penser. On peut, je sais pas, dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut. J'ai une belle sœur qui est libanaise, une autre qui est chinoise. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à la maison, et donc une énorme richesse. Et dans ta to-do list, il y avait apprendre l'hébreu. Est-ce que tu t'y es mise ? Non, pas du tout. J'ai écrit un livre. Non, mais j'adorais. Mais j'étais aussi en langso-arabe, puisque chez moi on parlait arabe surtout, et donc ça, c'est ça que je dirais que pour me rapprocher de ma grand-mère que j'aimais tellement, j'étais la petite fille aînée, celle qui faisait du couscous, Angela Ba, qui chantait en arabe à 5h du mat le vendredi matin. Toutes les expressions arabes, voilà, me touchaient parce qu'elles étaient tellement justes, tellement drôles, tellement imagées. Donc c'était plutôt l'arabe au départ que je voulais apprendre. Mais qu'est-ce que c'est dur. Et après l'hébreu, c'est parce que je trouve ça très beau. Et puis parce que voilà, ma curiosité insatiable ne va jamais me lâcher. J'ai peur. Quand je serai vieille, j'ai vu que si on apprenait une langue compliquée vieille ou vieux, hein, et ça développe le QI. Ouais. Non, et surtout ça empêche Alzheimer. Voilà, ça entraîne la mémoire. Donc bien sûr. Faut que je me garde quelques trucs plus tard. Voilà. Du coup, donc l'anglais, le français, un petit peu d'arabe. Un petit peu d'arabe, un peu plus d'espagnol, mais bon, c'est pas mon fort, je dirais, les langues. Enfin voilà, ça va, je me débrouille. Mais par contre, j'ai même fait des interviews en italien. Je suis prête à tout, hein. Je me souviens de merde. Et le Text-Teams. Non, mais bien sûr. Donc après tes diplômes, t'as fait beaucoup de piges. Ouais, presse, toutes les rédactions. Ouais, j'ai commencé. Tu rentres normalement par un stage ou par des relations. Bien sûr, Parisien, le Parisien, c'était génial. Après Var-Matin, ouais, j'ai adoré écrire, mais en fait. Tu trouves tes piges comment Alors en fait, le Parisien c'était un stage, Var-Matin c'était un stage, et elle c'était un stage. Et après, lettres normales. Oui, alors en plus même, tu étais obligé presque, parce que donc c'est ça qui est bien quand t'es dans une école reconnue par l'État, c'est que t'avais même des annonces. Var-Matin, je crois que c'était même une annonce qui était sur le mur de l'école, quoi, à Assas, et c'était assez génial. Ça s'appelle la PQR, c'est la presse quotidienne régionale. T'as un papier par jour, donc le matin, il y avait pas internet, il y avait pas de Minitel. C'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir 2012 ans là en vous disant ça, mais c'était une super expérience parce que tous les jours t'avais un truc à raconter, il fallait raconter quelque chose. Le Parisien pareil. Et ensuite le L, là ça commence à devenir à s'officialiser, puisque vraiment je publie, les gens lisent le L. Quand t'appelles des gens pour dire je voudrais faire une interview pour le L, ouais. Et bah autant te dire que les gens répondent, ils sont très contents. Et c'est là où j'ai commencé à proposer plein de sujets, à faire beaucoup de portraits d'artistes comme Malkovich, Ben Harper, Carole Frédéric. Donc pas de reportage, plutôt des portraits. J'ai fait déjà un truc sur le street art. Non, c'est marrant, j'ai fait des papiers, un peu tout. Je faisais les dernières pages. Donc soit c'était des trucs de vie pratique, soit des témoignages. Et puis après pas mal de 24 heures, Maïtena, Baraban, enfin plein de gens. Mais pour moi qui ai été élevée en communauté et qui ai adoré le scoutisme, j'ai vraiment besoin du collectif. Et quand t'écris des papiers, bah t'es vraiment tout seul. C'est-à-dire que tu prépares tout seul, tu fais l'interview tout seul, ça c'est à la limite c'est le plus sympa parce que tu rencontres la personne, mais après tu rentres chez toi et puis t'écris tout seul et puis tu l'envoies le papier à ta rédac chef et puis voilà. Et moi j'adore le travail en équipe, donc finalement je sais pas, j'ai eu l'intuition et ce qui s'est réalisé c'est qu'à la télé tu travailles avec un chef op, avec un ingénieur du son et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis partie à la télé.
Après la presse, t'as enchaîné sur la télé? Très vite, parce que j'ai vu que j'étais aussi plafonnée, parce que tu peux pas faire plus d'un papier par semaine. Déjà, c'est énorme dans le L. Et moi, j'ai beaucoup d'énergie, donc finalement, la télé répondait plus à ce que j'aime être, en fait. Tu commences à travailler avec Daniela Lombroso, Christophe de Chavannes, Jean-Luc Delarue, je les ai tous faits, Bernard Lavillardière, Xavier Demoulin, Aïda Touéry. D'accord, donc toutes les boîtes. Ah ouais, vraiment, j'ai fait toutes les rédacs, ouais. Les réservoirs. Jean-Pierre Pernaut, qui pourquoi tant de succès Jean-Pierre Pernaut, je raconte toujours ça, c'est qu'il est sans prompteur. Ah, incroyable. Incroyable, et c'est ça qui fait son énorme succès, parce que forcément un prompteur ça t'empêche d'être vraiment proche des gens, puisque t'as un truc qui défile et que tu dois lire en face de tes yeux, et lui il n'avait pas de prompteur. Voilà. Il était proche des gens aussi, proche du toujours, peuple. Ah oui. Non, mais dans le sens qu'il est plus à l'antenne. Oui. Alors c'est mieux que ça, c'est qu'il a sa chaîne maintenant. Oui, mais il est plus au JT. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les scores, il avait des 20 heures. scores d'audience 13 heures. Il a sa chaîne en ligne. Non, mais c'est assez énorme de le dire, parce que c'est une vraie marque. C'est dingue. C'est un énorme bosseur, et tous les gens qui ont bossé avec lui l'adoraient. En direct, franchement, il y a peu de gens qui font ça. Hein. Clairement. Donc voilà, donc j'ai bossé aussi avec lui. Et donc ça, c'est des relations. Enfin. Alors, en fait, j'ai encore. Au fur et à mesure de tes papiers, t'es monté en grade, quoi. Oui, en fait, j'ai vraiment été une petite fourmi, et j'ai franchi toutes les étapes nécessaires, et j'ai adoré. En fait, je trouvais ça bien et normal d'aller au bon rythme. Et finalement, même aujourd'hui, je déjeune encore avec Bernard Lavillardière, que j'adore, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ou Christophe de Chavannes, qui a été un type formidable. Quand je suis arrivée dans sa boîte, un mois après, j'étais enceinte, et je lui dis, je suis désolée, Christophe, c'était pas prévu. Et il m'a dit, c'est pas grave, t'as un CDI. Je dis, non, mais enfin, c'est pas grave, c'est juste, je venais te prévenir. En fait, on avait ces fameux CDDU qui sont au mois, au trimestre. Pour la saison, quoi. Pour la saison. Parce que après, tu passes sur les allocs. Ça arrange bien l'employeur de la télé. Et en fait, Christophe, ce qu'il voulait dire, c'était vraiment au premier degré, c'est qu'il m'a offert un CDI, alors que je le connaissais pas, hein, ça faisait un mois même pas un mois que j'étais arrivée. Vous êtes connu comment? J'ai passé un entretien, il y a quelqu'un qui m'a dit... Donc du réseau... professionnel. En fait, c'est encore une époque où si tu avais une bonne réputation, d'une année sur l'autre, il fallait chercher des journalistes, donc tu pouvais postuler, et puis si ça se passait bien... Enfin, franchement, c'était pas compliqué de trouver du boulot. Mais après, c'est devenu de plus en plus difficile, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un très bon rapport avec presque tous les animateurs, enfin tous plus ou moins. Après, on a des affinités, mais oui, Christophe, Bernard, Enora Malagré, Aïda Touéry, ou même Xavier Demoulin, que j'ai retrouvé dimanche pour un festival littéraire. On était très contents de se retrouver, c'était vachement sympa. Moi, c'est très important pour moi, le lien. J'essaie de jamais couper le lien. Alors, c'est en rencontrant Maïtena pour un portrait dans Elle que tu deviens chroniqueuse au maternel. C'est une catastrophe, tu vois. J'essaie de faire le lien, du coup, entre tes... alors je sais jamais. Je pense que moi, je suis toujours... ça, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est que moi, je suis toujours aux aguets. Donc, est-ce que... je me suis dit, c'est une fille géniale, il faut que j'interviewe. Est-ce que j'avais déjà bossé avec elle? C'est même pas sûr. Ça peut après avoir des... Oui, mais tu aurais pu rester derrière la caméra. Là, tu te retrouves chroniqueuse. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, non, mais en fait, je sais pas. Donc, parce que de journaliste, en fait, c'est les métiers qui se ressemblent, même encore aujourd'hui. Parce que quand je vais vous raconter aujourd'hui, moi-même, je suis paumée. C'est à ça que je voulais en venir. C'est que du coup, de journaliste, tu passes à animatrice tout en continuant à écrire. Pour d'autres, tu fais de la réalisation, de la production. Mais en fait, c'est vraiment rebelote, la même chose. Donc là, maintenant, t'as exploré tous les aspects. Et attends, parce que tu peux parler des podcasts qu'on est en train de faire, mais je produis des podcasts. Donc non. Mais en fait, c'est la même chose. On va en arriver. En fait, ce que je veux dire pour que les gens comprennent, c'est que c'est vraiment le même métier. Après, c'est juste que ça prend des formes différentes. Mais au fond, c'est pas forcément toi qui prépares tes fiches quand t'es chroniqueur. Ah si, bien sûr. Si. Sinon, t'es très mauvais. Oui. Non, bien sûr, si, moi je prépare toujours mes fiches. Moi je suis incapable de raconter quelque chose que j'ai pas. D'accord. Tout le monde le fait. On se rejoint là-dessus. Tout le monde le fait pas. Non, certainement. Après, chacun, il y a des gens qui sont tellement excellents et qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je suis une vraie bosseuse. En fait, je suis une vraie bosseuse. C'est ça mon. D'où vient cette obsession pour le contenu?
Les histoires des gens. Là, j'étais encore hier au Live Magazine, que je vous encourage à aller voir. C'est Zora qui te lisait des livres. Alors, j'ai des parents extrêmement curieux. J'ai un père qui lit un livre par jour. J'ai une mère qui est attachée de presse dans l'édition. J'ai des parents qui sont plus branchés que nous tous réunis, qui sont à fond. Je pense que chez nous... il y a un lien créatif très fort chez vous. En tout cas, culturel. Culturel. En tout cas, c'est hyper important de se nourrir de ça. Et donc, oui, je sais pas, après, il y a des gens qui, toi, tu parlais d'être collectionneur. Moi, c'est vrai que je m'en fiche. Il y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent à part les histoires. C'est vrai, hein, c'est marrant. Chacun, après, a son... D'où ça vient? Non, mais assez naturellement, oui, forcément, il y a de l'acquis, mais tu dois avoir une part d'inné. Oui, certainement. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose. Je sais, puisqu'on même petit qu'Arthur, à un moment, a traduit ça, forcément. Je pense, je te dis, je sais qu'on s'échange toujours des bouquins. C'est un grand plaisir je sais que ma mère me dit, ah, vas-y, c'est quoi ta sélection de l'été? Donne-la moi. Enfin, c'est ça qui nous excite, quoi. C'est ça qui est marrant. Ou mon père, tiens, j'ai ce bouquin pour toi. Mais vraiment, comme toi avec l'art contemporain ou d'autres avec, je sais pas, des paires de baskets. Moi, c'est ça qui m'excite dans la vie. Vu que tu as touché globalement donc à tous les médias et que tu continues à être touche à tout et que tu comptes pas t'arrêter. Non, mais j'espère pas. Oh là là. Est-ce que tu considères, parce que ton papa a une vie aussi très particulière, parce que tu as évoqué l'informatique, mais il a aussi une vie d'écrivain et de... Heureusement que je suis plus à l'école, tu vois. Et docteur. Je serais plus... Non, alors docteur dans un film, mais non, docteur Mahouani, non, il n'est pas docteur. En fait, non, d'auteur. D'auteur, oui, pardon, oui, quand même. D'auteur. Oui, d'auteur. Oui, est-ce que tu considères que finalement un film, un magazine, un reportage ou un profil Insta a la même valeur pour toi en termes de création? Ça n'a pas forcément la même valeur, encore que moi, je suis épatée par le succès de mon Instagram. Mais c'est pour ça que je parle de valeur, parce que j'aurais jamais imaginé que c'était par un Insta et en relayant des conneries qui ne m'appartiennent pas forcément en plus que j'aurais ce succès. Faut croire que oui, en fait, c'est quand t'as la bonne histoire au bon moment. Regarde Pourquoi Intouchable ou les ch'tis cartonnent. Enfin, je parle du film, bien sûr, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, si t'arrives avec la belle histoire au bon moment, et si tu touches les gens, en fait, c'est ça, les histoires. Finalement, peu importe que si tu l'as écouté. On n'avait pas prévu de faire un aussi gros succès. J'ai moi-même participé à ma petite échelle au ch'ti, donc j'ai vécu de l'intérieur le phénomène. Le phénomène de A à Z, du tournage jusqu'à la fête des 20 millions. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et tu te dis, mais pourquoi? Et en fait... il y a un moment, on sait plus, enfin, comment... Oui, mais un peu comme... Non, mais je comprends. Et c'est ça que je trouve hyper beau, parce qu'après, on peut se dire, c'est des recettes, mais c'est pas vrai. Et c'est ça qui est beau aussi encore dans la création, c'est que, tu vois, Danny Boone, on pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'on le met, il va y avoir un succès. Bah non. Et c'est ça qui est hyper beau, c'est que t'as pas de recette miracle. Et évidemment que c'est magique. On savait que ça allait être un succès. On n'a à aucun moment pu imaginer si fort, si gros, c'était dingue. Mais, ouais, et puis c'est une super jolie histoire qui est hyper simple mais qui est hyper belle et qui est universelle, et c'est comme Intouchable. Moi je trouve que c'est génial. Et Intouchable, ça avait été inspiré d'un reportage qui avait été dans une émission de Réservoir Prod donc de Jean-Luc Delarue, et moi j'adore ça. Donc en effet, tu vois, c'est ça, c'est un film, mais c'était avant un reportage. Ça aurait pu être un podcast, on pourrait tout à fait déployer dans les deux cas, hein, soit les Nord et le Sud, soit un handicapé et un immigré, tu vois, et ça aurait pu les gens qui s'entraînent, en fait, qui se détestent, qui s'entraident, mais tu vois, ça aurait pu, tu pourrais déployer ça en un autre programme, avec une série de programmes, tu vois. Tu parlais à l'instant de films, et tu as cité notamment Docteur Mamoumani, tu en parles dans ton livre, du reste. C'est une énorme blague, en fait. Bon, Mamoumani, je dois dire que c'est un nom aussi que je porte, alors avec grand bonheur, évidemment, mais souvent les gens savent jamais comment le dire, comment l'écrire, et un jour, j'ai un copain qui m'a dit, tu sais, j'écris un film, et le docteur, qui est un peu fatigué de la vie, il s'appelle Docteur Mamoumani, et t'inquiète pas, on va le changer le nom. Et puis il m'envoie le scénar, et puis au bout de quelques temps il me dit, tu sais Julie, j'arrive pas à trouver un nom plus marrant que le tien, parce qu'évidemment parce que l'histoire c'est, donc il en peut plus, Michel Blanc, parce qu'après c'est Michel Blanc qui l'incarne, il en peut plus d'être médecin, il voit un type de Uber Eats et il lui dit, mais c'est sorti là il y a pas très longtemps. Ouais, c'est de Tristan Seguela, qu'on embrasse, du reste. Et si tu veux, c'est tellement drôle parce que il m'a dit, bon, moi j'ai pas trouvé de nom plus marrant, parce que oui, donc le mec de Uber Eats, il doit dire, il va avoir une oreillette
et il va se faire passer pour le médecin Michel Blanc. Bon, ça marche hyper bien. Et en fait, évidemment que c'est assez drôle parce que Docteur Mamoumani, une fois sur deux, Akil Jemili ne sait pas le dire. Enfin bon, et toutes les blagues sont sur le nom. Et ça fait un drôle d'effet, quoi. Justement, comment as-tu choisi le nom de ton compte Insta ? Et c'était comme ça que m'appelaient mes copains de 16 ans. C'était un Danny, qui n'était pas Danny Boone, mais Daniel Dittman, mon super copain. Il dit « Oh, la mamouze, tu viens ? Qu'est-ce que tu fous, la mamouze ?» Et il criait dans les rues du 17e ce petit nom. Et donc, mais vraiment, pareil, je savais pas quand j'ai créé mon Insta. C'est un copain qui me l'a créé, qui m'a dit « Tu veux l'appeler comment ?» Et je me suis dit « Bah, c'est mignon, mamouze. Alors vas-y, mets mamouze, c'est drôle. » Et voilà, et après j'ai monté ma boîte avant aussi le succès. Je me suis dit, bon, bah, mon oncle qui m'a créé ma boîte. Alors, tu veux l'appeler comment ta boîte ? Évidemment, caméra subjective avait déjà été pris. Tournez, s'il vous plaît, là aussi. Enfin, il y a plein de... Tous ces trucs, tous ces noms évidents qui ont une relation avec le tournage étaient déjà pris. Donc, je me suis dit, bon, et bah, Mamouze Prod, c'est très bien. Et alors là, maintenant, voilà, avec le recul, c'est assez drôle parce que j'ai même une copine qui me dit, oh, quand même, Mamouze Prod, tu pourras pas faire du luxe. Tu parles. Et bah, j'ai fait du Chanel et je lui ai dit, cette copine qui avait dit ça. Voilà. Et ton compte Insta, en fait, a explosé durant le premier confinement. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui démarrent leur compte, justement, sur Insta ? Je rigole toujours parce qu'il y a un copain comme ça, Raphaël Antoven, pour pas le nommer, qui m'a demandé de l'aider à faire son Insta. Et tu sais ce que j'ai réussi à lui faire ? À lui mettre un virus sur son ordi et sur son portable. Donc non, je suis très 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 nulle en conseil, à part d'être le plus authentique possible et le plus sincère. Et il faut que ça te ressemble. En fait, je pense que si ça te ressemble pas, ça marchera pas. Alors que si c'est vraiment ta ligne, voilà, il faut. En plus, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux être connu, vendre quelque chose, si tu veux raconter ta vie. Mais c'est sympa. En fait, moi, j'adore cette idée de nouveaux supports où tu peux, où tu peux même, tu vois, justement, t'as une passion. Moi, j'ai accès street art aussi. Oui, donc, voilà, tu vois, et c'est vachement sympa. Et comme Ouais. ça, tu rencontres des gens. Moi, je dois dire que j'ai aussi un Instagram de littérature, 3 petits points, puisque j'ai un podcast littéraire. Et j'adore. On en parlera un peu plus tard. Mais j'adore le tenir aussi, c'est-à-dire en fait ce que je trouve hyper sympa c'est de partager ce que t'aimes voilà avec des autres. Donc non, franchement je serais vraiment incapable de donner un conseil. Pour rester dans les livres, en fait, Frédéric Beigbeder a écrit un livre qui s'appelle L'homme qui pleure de rire. Ouais, enfin c'est un smiley quoi. D'ailleurs, il aurait qui est effectivement représenté par un emoji. C'est une réflexion au sujet de l'humour. Je l'adore avec BD. Moi aussi. Tu le connais ? Non, mais j'adore ses livres, j'adore ce qu'il dit. Je trouve que je viens de le voir là sur scène au Bataclan sur son DJ set et franchement, c'est un sociologue merveilleux, un sociologue contemporain qui a une vision mais d'une justesse sur la société. Moi, je suis épatée. Et j'adore ces bouquins, vraiment. Justement, j'ai également assisté à son DJ set littéraire au Bataclan. Et en fait, dans le livre L'homme qui pleure de rire, il consacre en fait une page à la citation « L'injure suprême, espèce d'instagrammeuse ». Alors, est-ce que... quel regard portes-tu en fait sur l'influence et les réseaux sociaux en général qu'as-tu pensé aussi de cette citation ? Alors moi ça me fait tellement rire parce que quand on dit t'es influenceuse, t'es instagrammeuse, je me demande, je me retourne toujours pour voir s'il parle à quelqu'un d'autre parce que je me sens pas du tout concernée par ce genre de phrase, même si force est de constater que je le suis un peu devenue. Ça veut pas dire grand chose et lui espèce de grand mâle blanc cisgenre voilà de 50 ans donc moi je déteste ranger les gens dans les cases donc non enfin ça m'est complètement égal. En revanche voilà sa plume je l'aime beaucoup et c'est toujours la même chose. Moi je dois dire que si t'es authentique et tout ça, moi franchement j'ai de la chance, je me fais jamais emmerder, je prends pas vraiment des partis, enfin donc je vois rien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, il n'y a aucune pub, c'est jamais lié à l'argent. Donc, en fait, je pense peut-être qu'il s'adresse à ces gens qui pensent que ça va en faire leur beurre ou c'est nouveau. C'est voilà, télé-réalité, tu vois. Je pense que c'est pas, je me sens pas vraiment concernée. Moi, je dois dire que j'ai rencontré que des gens formidables et qui, sans même me connaître, parce que je mets quand même très peu de moi sur le fil, on a beaucoup de liens communs et c'est assez marrant parce que je me suis fait plein de copains.
Des vrais copains. Pour ceux qui savent pas et qui connaissent pas encore ton compte, évidemment, on le mettra dans les commentaires. Ça parle de quoi? Ah, alors Mamouze, de conneries, ça parle de conneries. Voilà. Et pourquoi ce thème? Alors, c'est hyper drôle. C'est quand j'en ai eu un peu marre de la télévision, je me suis dit et que j'avais connu l'âge d'or, je me suis dit que j'allais absolument passer sur le digital parce que justement, je voulais pas être une vieille croutonne dans les rédactions. Et j'ai vu dans le FIG qu'il y avait une annonce pour être rédactrice en chef d'Instagram. Et je me suis dit, voilà, c'est génial ça, le rêve. Et en même temps que je postulais et que je passais des entretiens, je me suis dit, bon, il faut que je chiade mon Insta. Et voilà, j'adore le journalisme, j'adore l'humour, évidemment. Et donc, je vais mettre toutes ces... je parlais de la PQR, tous ces titres où on adore les détourner, ou avec un mot ou une lettre différente, c'est pas du tout la même lecture, ou un synthé de BFM, ou un second degré, totalement improbable. Oui. Ouais, voilà, exactement, tout ce qui est improbable, j'adore ça. Donc voilà, j'ai toujours fait une revue de presse. Et j'ai commencé comme ça, et je n'ai pas eu le boulot, mais en effet, j'ai gagné plein d'amis. et donc, voilà, j'avais jusqu'au 11 mars ou 15 mars, j'avais 5000 followers. Ce qui est déjà pas mal. Mais tout à fait, j'étais déjà très fière de ma communauté, que je faisais marrer. Donc oui, c'est que des blagues, je relais tout ce qui me fait rire. Des gens, des tweeters que je trouve hyper marrants, des blagues comme ça, des petites phrases qui sont des petites punchlines mais tellement bien trouvées, tellement bien senties, qui résument un état d'esprit du moment vraiment parfaitement bien. Ça peut être, comme je disais, du street art, mais voilà, de la poésie urbaine, tout ce qui peut sublimer le quotidien, et puis surtout qui permet de garder l'œil qui frise le plus longtemps possible. L'influence sur les réseaux sociaux, pour toi, est-elle forcément déclinée au féminin? Tu peux répéter la question? En fait, je reviens sur l'idée de espèce d'instagrammeuse. Est-ce que pour toi, le fait d'être influenceur, c'est forcément être influenceuse? Alors, voilà, moi je rentre pas du tout dans les trucs de genre. Moi j'aime les hommes, les femmes. Si t'es drôle, que tu sois un homme, une femme, ça me va très bien. Que quelque couleur que tu sois, c'est marrant, j'arrive jamais, j'avais même oublié que j'étais une femme. Enfin, tu vois, c'est pas un sujet. Je ferai jamais différence entre vous deux. Je sais même pas ce que vous êtes. Visiblement un homme, une femme. Bon, non, je rentre pas dans ces trucs-là. Enfin, en tout cas, ça me. Bon, d'ailleurs, maintenant, t'es complètement affilié aux humoristes d'Instagram. Vous êtes tous plus ou moins connectés. Quelle relation tu as avec eux, que ça soit Florian Ardon, ça soit... Alors, ça dépend. Il y a des créateurs comme Florian Ardon ou Huguenot que j'adore. Moi, je fais vraiment qu'un Huguenot 999, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, mais qui est le monsieur même. Parce qu'il crée, en fait. Moi, je ne crée pas. Et plusieurs par jour. Oui, tu relayes. Sa production est phénoménale. Ah non, mais il est fabuleux. C'est toujours hyper drôle. Moi, je suis très admirative. En fait, moi, je suis admirative par la créativité des gens. Et moi, ce que je dis, je suis un peu comme Mamouze TV ou Mamouze Chanel. Et du coup, je relais, moi, ce qui me fait marrer. Et je crois que comme je suis assez rapide et journaliste, du coup, j'ai un angle éditorial. C'est ça qui... Comme j'ai dû travailler. Donc tu fais en fait de la curation presque. Ouais, je fais de la curation, exactement. C'est exactement ce que je fais. Et oui, alors il y a mes deux copains de classe. Je pense que tu penses à Jérôme Kerviel, par exemple, et Joe Star, qui sont du coup, on est un peu sur la même ligne, ou Michel Denisot, ou voilà, il y a des gens un peu où on se ressemble assez. Après, il y en a qui sont un peu plus trash, il y en a qui sont un peu plus, je sais pas quoi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours ce côté journaliste, donc j'aime bien l'idée que ce soit relié à l'actu. Donc là, quand il y a eu le bug avant-hier et que pendant 6 heures les gens sont devenus fous, ça m'a fait marrer une fois qu'on avait récupéré du réseau. Le bug de Facebook, WhatsApp et Instagram qui a duré 12 heures, je crois. Ouais, ou en tout cas bien 6 heures. Qui a fait perdre 7 milliards. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas de bol pour les gens qui organisaient des trucs lundi soir et on pouvait pas le relayer. Mais et voilà, et donc moi, évidemment, dès qu'il y a un événement comme ça, je suis à fond. Tu sais, mais en fait, c'est vraiment comme le côté journaliste, c'est-à-dire que tu veux pas louper une miette et donc tu veux mettre toutes les plus bonnes blagues sur le sujet, quoi. Comment les sélectionnes-tu ? Ça, c'est vraiment mon œil de journaliste. Je dirais que ça passe hyper vite. C'est-à-dire, j'ai tout un
un panel de comptes que je suis, de justement des trucs de journalistes, les perles des journalistes. J'ai plein de Twitter que je suis. J'ai plein de gens qui m'envoient aussi des publications. J'ai plein de maids. Et après, moi, hyper vite, je regarde les publications et je me dis bon bah ça j'aime pas. En fait, il faut vraiment que ce soit immédiat. Je veux pas de discussion. Je veux que ça fasse. Ça te prend rire. Combien de temps par jour à peu près? J'arrive pas à calculer. D'accord. Mais pas mal. En tout cas, le matin, j'adore ça. C'est moi avec mon café du matin. Je fais Non, parce que tu as une vie professionnelle très active en dehors de ça. Ah oui, c'est pas. En plus, c'est vraiment pas mon boulot. Hein, je répète. Non, j'adore ça, mais en fait, c'est un tel bonheur et parce que je suis vraiment mon premier public et j'adore me marrer. Donc en fait, je me dis c'est vraiment, je veux dire la meilleure blague. Il faut que je la partage tout de suite en fait. Et s'il y avait pas un ça, j'enverrais à mes copains. Et en fait, c'est pratique pour moi. Moi, j'adore les Google Drive. J'adore tout ce qui est collectif et qui touche le plus de monde. J'adore faire des dîners à 42 parce que je sais pas faire à manger pour deux. Donc voilà. Donc en fait, Insta, ça marchait très bien pour moi. Donc oui, ça prend du temps, mais pas tant que ça. Et surtout, c'est très facile pour moi. Sinon, je l'aurais pas fait. Et en fait, ce conte t'a amené à écrire un livre qui s'appelle PTDR, pour une thérapie du rire. C'est un jeu de mots avec pété de rire, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est comme ça qu'on l'écrit en sextisme. Bah oui, absolument. En 60s, tu veux dire dans les années 60? Ouais, c'est ça, exactement. Et ton bouquin a été en fait construit autour d'une réflexion au sujet du rire, suivi d'exemples de mèmes et d'une analyse en fait par une personnalité. Pour commencer avec ton premier chapitre qui s'appelle Confinement vôtre. Grégory Puy, en fait producteur et animateur notamment du podcast Vlan, analyse le premier chapitre au sujet du confinement et utilise le mot lien à plusieurs reprises, qui nous a vraiment beaucoup amusé en fait à la lecture de ton bouquin. On voudrait savoir comment tu as rencontré Grégory. En fait, ça fait partie des rencontres sur Instagram. Évidemment, je voyais qui il était, puisqu'il est un des pionniers des podcasts. Et en fait, ça m'a ouvert plein de relations et relations reliées, liens. Absolument. Ça c'est le latin qui revient tout d'un coup. Et donc on discutait, puis il relayait, on rigolait. En fait, tous les gens que j'interviewais, c'est les gens qui relaient. Mamouze, c'est pour ça que c'est ça qu'ils ont en commun. Et chacun avait un rapport différent. Et c'est vrai que j'adore bien sûr me marrer, mais j'adore la réflexion et j'adore l'idée de comment Grégory envisage la vie. Et les sujets sociétaux, là aussi, j'adore son esprit. Donc, je me suis dit, c'est un type, justement, qui est très dans son époque, qui est tout à fait capable d'analyser le succès d'un compte, le succès... Mais qui a toujours fait ça, pour le coup. Ouais, Grégory en plus, fait partie des pionniers du digital. Tout à fait, mais c'était pas du tout un copain, je le connaissais pas, mais c'est vraiment en discutant, parce que finalement... qu'on salue. Ouais, c'est vraiment un type formidable. Et donc, c'est comme Vlan, ça. c'est un super podcast. Ah, super podcast. Ouais, et puis, là aussi, il a une curiosité énorme, donc c'est hyper large, ces sujets. On se retrouve souvent. Enfin, voilà, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la pensée. Donc, je trouvais ça hyper sympa de l'interviewer et qui a beaucoup d'humour. Parce qu'en fait, aussi, je pense que c'est ça qui relie ces gens aussi. C'est des gens qui voient la vie du bon côté. Qui essaye, même si il fait des interviews parfois assez dures avec des gens, voilà, c'est pas des sujets faciles. J'aime sa légèreté et sa profondeur, et c'est quelque chose que j'aime toujours moi travailler pour moi, et ce que j'aime chez les autres, et c'est vraiment pareil, tous les intervenants, c'est vraiment ça, que ce soit une Delphine Orviller. On va en parler après. En fait, c'est un chapitre sur le confinement, et toi-même, comment est-ce que tu as vécu le confinement et maintenu le lien avec tes proches en fait durant cette période? Alors, c'est assez marrant pour moi parce que j'ai commencé le confinement avec un Covid et assez grave, et mon petit frère Arthur aussi, alors qu'il était en Angleterre, donc on s'était même pas vu. Et parce que évidemment, j'avais eu la bonne idée d'aller à un concert le 11 mars ou un truc comme ça, donc on a tous chopé le Covid et j'arrivais plus à respirer. Et puis évidemment, c'était au tout début, donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'infos. Et un jour, j'avais vraiment du mal à respirer, donc j'ai appelé le SAMU, qui m'a dit vous pouvez aller aux toilettes? Si vous pouvez aller aux toilettes, c'est que c'est pas grave. Ok, merci, au revoir. On sentait bien que de toute façon, c'était pas l'article de la mort, et tant que c'était pas ton conjoint qui appelait, bah ça voulait dire que tu tenais le choc. Et je me souviens qu'on rigolait avec mon petit frère Arthur, et on disait, parce que lui donc aussi était dans le même état, et on s'est dit bon bah c'est bien, on commence à avoir pas mal de monde qui nous suit sur Instagram, on va avoir le
le petit certificat bleu, et ben on pourra le mettre sur notre tombe. Voilà, on s'amuse parce que chez moi on est certifié chez Insta. Voilà. Et on trouvait ça très marrant de mettre ça sur notre tombe. Tu vois, voilà. Donc voilà comment a commencé le confinement. Et puis très vite, puisque dès le 17 mars, j'ai vu mon compte exploser à tel point que je pouvais même plus réagir. Donc je pouvais juste poster. Alors c'était assez pratique. Je pouvais plus rien faire, je bougeais pas, mais je postais tout. J'avais mes pouces qui marchaient, c'est le seul truc que je pouvais faire. Et les gens pouvaient pas imaginer que j'étais en train de crever derrière, alors que je faisais rire. Voilà, les followers. Et après, finalement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était très bien, puisqu'on en avait pas mal. J'ai très bien pris j'ai la chance de très bien m'entendre avec mes fils, qui sont absolument adorables. On a passé du temps ensemble. C'était fou de voir Montmartre, puisque j'habite à Montmartre, donc 100 personnes. Ça, c'était assez extraordinaire de pouvoir aller sur la place du Tertre sans que t'aies 47 personnes qui veuillent faire ton portrait et ta caricature. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance. Il faisait beau, j'ai fait de la méditation, et puis finalement assez vite ça a marché. Donc je discutais, tu me demandais comment je gardais des nouvelles de mes proches. Voilà, on faisait tout le temps des FaceTime. J'avais mon petit neveu qui m'appelait toute la journée parce que ses parents bossaient, qui savaient plus quoi faire. Il a 3 ans, hein. Donc c'était pas marrant. Et donc il faisait des tas de PQ comme ça en FaceTime, et moi j'essayais de le distraire comme je pouvais à distance. On sentait, c'était vraiment comme dans les films, quoi, parce que t'avais mes 2 neveux qui étaient pas coiffés, pas maquillés, enfin pas apprêtés, alors que d'habitude ma belle-sœur elle est nickel, mais là elle avait tellement de boulot, et mon frère, son mari aussi. Donc c'était assez marrant. On sentait parfois que c'était le tsunami quand on avait des enfants en bas âge. Moi j'ai de la chance d'avoir des grands ados, et donc du coup c'était fou d'avoir du temps pour soi. Bon, après, le 2e et le 3e, c'était différent. Le premier, c'était marrant. Après, c'était long. Et tu l'as évoqué brièvement sur ta production de podcast. T'en produis à titre professionnel, t'en produis à titre personnel, et donc notamment celui avec Alix, qu'on embrasse, qui s'appelle 3 petits points podcast. Qui est un podcast donc autour d'un livre que vous avez lu chacune. Oui, tout à fait. Dans lequel vous recevez l'auteur. Oui. Donc ça fait 3 ans que vous... Ouais, 2-3 ans, on adore ça. Toutes les deux, on était des grandes lectrices. Et elle en fait, au départ, elle m'avait demandé, est-ce que tu peux me produire un podcast sur la littérature? Et puis, bien sûr, je lui dis, bah, évidemment. Alors, ça marche comme ci, comme ça, blablabla. Et puis après, je lui dis, bah, tu pourrais recevoir machin, et puis tu pourrais lui poser des questions, et puis tu pourrais faire ça. Puis elle me dit, bah, attends, je lui dis, fais-le avec moi. Et moi, c'est vrai que je produis beaucoup de podcasts pour les institutions, les marques, les gens, mais je n'avais pas de podcast visible, en fait, et audible. J'ai même produit des podcasts pour la PHP pendant le confinement. Mais donc voilà, donc en fait, quand je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée, j'adore ça, et c'est vrai que voilà, je suis une bibliovore, et on adore le lire ensemble ces livres et poser ces questions ensemble, parce qu'on ne se ressemble pas du tout. Alors c'est assez génial. On a chacune une façon de lire le livre différente. On a des questions qui sont très différentes, et donc ça marche assez bien. Et on a interviewé Bec BD. Et pour la petite histoire, je m'étais aussi déjà fait rabrouer. Donc il m'a pas dit espèce d'instagrammeuse, que je crois qu'il savait pas. Mais nous on tutoie les gens dans ce podcast, même si on les connaît pas. Comme nous, ouais. Et donc j'ai dit bon bah Frédéric, je vais vous tutoyer puisque c'est le principe du podcast. Alors il dit ouais bon bah ça fait un peu Club Med, mais si vous voulez. Et j'ai adoré, je me suis... D'accord, donc tu le connais pas, mais tu l'as quand même reçu un petit point, il était génial. Bon, j'en étais sûre, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, et j'ai adoré qu'il commence comme ça. Ça fait Club Med. Et ouais. Donc oui, donc j'adore faire ce podcast. Franchement, Alix est de retour à Paris, donc on va en relancer pas mal. On en a fait cet été des 3 magnifiques avec Thibaut de Montaigu sur le livre La Grâce, un livre formidable. Anne Berest, que j'adore, et là c'était sur... J'ai adoré la carte postale. Gabriel. Ah, Gabriel, moi aussi. Avec sa sœur, en fait, qu'elle a coécrit avec Anne. Sur leur arrière-grand-mère qu'elle ne connaissait pas, qui est Gabrielle Picabia, la femme de Francis Picabia, et pour une raison... la muse absolue la femme derrière, ouais. Qui elle-même était une grande artiste, qui pensait pas se marier, et qui finalement a donné tout son art. Un livre qu'on m'a conseillé, et je vous remercie encore très fort. Mais en fait, finalement, tous les livres d'Anne et de Claire, puisqu'après j'ai aussi interviewé Claire sur le livre sur Frida Kahlo, alors que vraiment je m'étais dit pour Frida Kahlo, Claire qui sort un nouveau livre là en ce moment. Tout à fait. Non, mais elles sont formidables, et la carte postale là d'Anne Berest c'est formidable. Enfin bref, donc voilà, oui, de toute façon, elle est pareil, les livres, voilà, je collectionne les livres, voilà Delphine, voilà. Tu verrais chez moi, j'en peux plus, j'ai des millions
publié. Donc, comme quoi, on peut faire des mèmes sur Instagram, des podcasts et quand même lire. En fait. Non, mais moi, je peux pas ne pas lire. Hein. C'est une maladie chez moi. Non, mais ce week-end, j'étais là donc pour mon livre, un festival littéraire, et c'est moi qui suis repartie avec 40 livres. Enfin bon, j'adore ça. C'est mon plus grand bonheur. Alors pour continuer au sujet de ton livre, justement, le chapitre 2 est consacré, s'appelle Rire de tout. C'est consacré aux angoisses, vivre nos angoisses. Rire, ce médicament universel. Le chapitre est commenté par Gérald Arnaud, alias Étienne Dorsey. En fait, qui a un compte Instagram, il faut expliquer aussi. Oui, parce qu'on comprend rien. En fait, il a d'ailleurs, il utilise le personnage joué par Jean Rochefort pour lui faire dire des choses assez poétiques et complètement décalées, désuées. Et il parle de la Startup Nation. Et j'adore ça. C'est magnifique. Ah, moi, j'adore. Ça, c'est pareil. Je l'avais repéré, je l'ai retrouvé parce qu'il fallait le retrouver. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu veux bien participer? On mettra le compte. Ah non, mais il est formidable. D'ailleurs, il fait des chroniques dans l'Obs, là. Ouais. Et en fait, oui, voilà, je suis tellement contente. Ça, c'est mon boulot de journaliste. Comme quand tu me demandais comment je proposais des sujets dans les rédactions. Bah là, c'est la même chose. Je me dis, bon, tiens, ce type est génial. Donc, je le suis. Puis après, je me dis, je vais en faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire? Et puis, quand l'éditrice m'a demandé d'écrire un bouquin, je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir lui poser la question de participer à mon bouquin. Et j'adore ce genre d'humour. Complètement décalé, qui se plaint le dimanche soir, mais qui a toujours les bons mots. J'adore sur les imprimantes. Enfin, c'est vraiment l'humour du quotidien, mais avec tellement de poésie. C'est réjouissant. En fait, dans ce chapitre, tu évoques la question de la compréhension du second degré. Et en fait, mon cerveau n'est pas du tout paramétré pour comprendre le second degré. Est-ce que c'est un humour que toi-même tu pratiques? Toi, tu n'aimes pas le second degré? Ah, je prends tout au pied de la lettre, en fait. Oui, c'est drôle. Ouais. Pas toujours. C'est assez drôle que tu dis ça. Mais ouais, ça m'étonne pas. Ah non, mais moi, je suis toujours au millième degré. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe pour les gens qui m'entourent. C'est sûr que je parle même en codé. Donc, il faut suivre, comprendre. Ouais, je pense qu'après, chez moi, on a toujours fait des blagues. On a toujours fait des jeux de mots. Moi, j'arrive pas à voir la vie réelle, en fait. C'est marrant parce que je dirais pas du tout que je suis dans la lune. En revanche, j'ai un esprit qui vagabonde hyper vite. D'ailleurs, je parle très vite. Je pense une idée m'en amène une autre, et donc oui, alors moi je suis au second degré, mais c'est évident. Et d'ailleurs, je vois bien qu'il y a des gens, faut faire attention parce que tu peux les froisser, alors qu'en fait c'est juste que j'ai envie de rigoler. En fait, j'ai envie de rigoler. Que je peux pas voir la situation. Je peux pas voir la situation sans me dire oh là là, ça va se péter la gueule. Bah tiens, qu'est-ce qu'il a mis? Tu vois, je peux pas m'empêcher. C'est comme ça. C'est moi, c'est mon état, c'est mon esprit, quoi. Justement, est-ce que ça t'a amené à vivre des événements un peu décalés, des trucs un parfois, peu parfois je me sens parfois des quiproquos. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup mis de l'eau dans mon vin, je sais. Et puis là, comme je suis chef d'entreprise, et pourtant je travaille avec des gens que j'ai choisis, que j'aime et qui ont l'air d'être très contents, puisque maintenant, comme on disait tout à l'heure, on est tous des indépendants. Donc quand on travaille ensemble, c'est qu'on est content. Il y a une envie de se lier. Ouais, mais vraiment. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai compris qu'en fait, c'est la communication. Alors, il y a des gens avec qui ça marche très bien. Alors, c'est sûr que ça serait peut-être plus dans ma vie privée. Il y a des gens que j'ai vraiment rencontrés par l'humour. Je pense notamment à un papa d'école où on a passé un café du matin à la sortie d'école à se moquer des petits mouchoirs, et on a tellement rigolé, on s'est bidonné. Le film de Canet. Ouais. Du coup, on est devenus meilleurs copains. Pareil avec un copain à la fac, vraiment, comme on s'est retrouvés à la Cato et que c'était très strict et que lui, il avait les cheveux longs, moi j'étais en baba cool, et que évidemment il fallait se couper les cheveux, pas être en basket, blablabla. Bon, on est devenus les meilleurs copains du monde parce que justement on adore l'autodérision, parce que c'est ça aussi, c'est commencer par se moquer de soi-même. Pour pouvoir se moquer des autres, quoi. Enfin des autres, gentiment, hein, je dis pas que effectivement c'est très facile. Mais il faut d'abord avoir de l'humour sur soi. Bien sûr. On est son premier terrain de jeu. Ouais, évidemment. Enfin, c'est évidemment mon sentiment. Et évidemment que l'humour, il faut que ça reste de l'humour, parce que c'est très facile de dire des horaires et puis de dire c'était pour rigoler. Non, ça c'est pas du tout pour rigoler. Hein. C'est ce que Bec BD justement appelle l'immunité humoristique dans son livre. Ouais. Donc oui, non, mais je comprends après que ce soit pas un état d'esprit. En fait, il faut assez vite, il faut scanner les gens quand t'es en face de toi et pas les blesser. Mais petite, ça m'a beaucoup joué tour, mais je pense que
que j'y pouvais rien. Je pense que je faisais pas exprès. C'était aussi, tu vois, comme t'es formé. En fait, je vois, j'ai beaucoup de liberté et que parfois il y a des gens qui comprennent pas. Enfin, tu vois, c'est émetteur, récepteur et que parfois, malheureusement, ça marche pas. Mais bon, heureusement, parfois, ça marche tellement bien par ailleurs que c'est génial. Le 3e chapitre, du coup, traite de la famille. Littéralement, t'es en train de parler et de ta famille de sang et de ta famille de cœur, de tes premiers souvenirs d'enfance. Donc, l'humour est très présent dans tes 2 familles. Oui, tout à fait. C'est ton lien préféré ou le plus évident Ouais, enfin ça, et aussi la culture, c'est-à-dire... c'est vrai culture commune. Non, une culture, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que si tu me disais, bon, bah alors, c'est quoi les moments les plus importants dans ta vie, bah c'est évidemment marrer, mais c'est aussi pouvoir discuter avec quelqu'un d'un bouquin qu'on aurait lu, ou c'est-à-dire, et c'est voilà, mais toujours avec... Oui, là, j'aime bien ce truc qui frise, ce truc qui en fait qui te sort de l'ordinaire aussi, parce que forcément si tu vas te marier, là par exemple, je suis allée voir un film avec une super copine lundi, et puis après on a vraiment rigolé, et on est censé pas fumer toutes les deux, et puis je sais pas pourquoi j'avais un paquet de clopes, et on l'a fini, et elle est partie avec le paquet de clopes vide, et elle m'a envoyé une photo en me disant je t'aime tellement, je suis partie avec ton paquet de cigarettes vide, et tu vois c'est con, c'est rien, mais c'est tellement sympa, voilà. Et c'est les meilleures soirées quand tu déconnes avec tes copains. Le 4e chapitre parle de la beauté, chirurgie esthétique, l'apparence, en fait. Le sport, demain je m'y mets. Il y a là un point de vue de Caroline Maigret. Et en fait, quel est ton point de vue à toi sur la chirurgie esthétique ? Est-ce que tu me regardes bien là? Qu'est-ce que j'ai moi j'ai une peur, une trouille pas possible, donc je sais même pas si un jour j'irai. On verra, on se revoit dans quelques années si c'est vraiment très nécessaire. Je fais partie de la team naturelle et authentique. Je sais pas, hein, je comprends très bien qu'on fasse quelque chose, on verra. Je préfère le rire. Je pense que ça illumine pas mal ton visage. Voilà, le sport qui là aussi déclenche de la sérotonine, les endorphines. Franchement, si on peut essayer, puis un verre de vin de temps en temps. Voilà, moi, ce serait plutôt mon remède anti-morosité, puis anti-visage, voilà, qui tombe. Bon, après, chacun fait bien ce qu'il veut. C'est sûr que voilà, j'aurais du mal à passer au bistouri en tout cas. Alors, tu es aussi l'une des 109 Marianne exposées au Panthéon pour la journée de la femme en mars dernier. Il y a un petit jeu de mots sur 109. Pour le 109. Voilà, le 109. Et donc, c'est donc nouveau, en fait, que la Marianne soit choisie pour sa personnalité et plus seulement sur sa beauté. Comment est-ce que toi, tu as été choisie ? J'ai halluciné totalement. J'ai eu un message du directeur de cabinet de Marlène Schiappa qui m'a dit vous allez être une des 109 Marianne. Et là, je veux dire, les bras m'en sont tombés. J'ai d'abord créé une blague, évidemment, donc je sais pas lequel de mes copains bien blagueur me faisait cette blague. Et j'ai dit bah ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai eu un coup de fil, et donc là j'ai compris que c'était vraiment sérieux et vrai. Et je suis allée faire une photo au ministère, à Beauvau, quoi. Et là je me dis mais dingue, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Et il paraît que Marlène Schiappa est une assidue de Mamouze. Ah, c'est marrant. C'est comme ça que j'étais choisie, et tout le jury, qui était un jury extraordinaire, puisque c'est Xavier Gorce, un dessinateur que je trouve formidable, Rachel Kahn, qui est souvent dans le point. Ouais, exactement. Avant, il était au Monde, il s'est fait emmerder comme pas possible, et donc il est au point. Qui est souvent dans le point. Et il est génial. Donc Xavier Gorce, Rachel Kahn, formidable femme, une auteure extra, Elisabeth Badinter, et c'était ça le jury. Et donc je me suis dit, bah dis donc, jury choisi à l'unanimité, la super classe. C'est ça. Non mais bon, c'est une aventure folle cet Insta. J'aurais jamais imaginé que ça m'amène là au Panthéon. Non mais franchement. Et en fait, est-ce que cette nomination a eu des répercussions ensuite dans ta vie ? Non, mais moi, je suis très citoyenne. Je crois beaucoup à l'engagement des citoyens. Je suis très Alexis Tocqueville sur ce sujet-là. Et donc, j'ai trouvé ça chouette parce que tu vois, là encore, comment on peut imaginer, en mettant des conneries sur Instagram, qu'on puisse ressentir ça chez moi.
c'est là où je me dis que finalement il y a pas de hasard. Donc j'étais vraiment hyper contente d'être là. Donc non, encore une fois, tout ça m'apporte, à part à titre personnel, des moments extraordinaires. Et je suis allée déjeuner à Beauvau avec que des femmes géniales, puisqu'on a fait puisque à cause du Covid, là, on s'était pas réunis tout ensemble. Mais là, elle fait des thèmes. Donc moi, j'étais sur les les chefs d'entreprise, des petites entreprises. Et du coup, j'étais qu'avec des femmes extraordinaires. Donc ça continue à m'abreuver d'histoires fabuleuses. Donc voilà, c'est ça que j'aime. Une nouvelle rencontre. Ouais, des rencontres vraiment extraordinaires. Et voilà, et puis toujours sur le sujet de la citoyenneté. Moi, j'essaye d'avancer toujours sur ce sujet-là. Comment je peux être engagée, comment je peux faire, comment je peux rendre à la cité ce qu'elle m'a apporté, quoi. Comment connais-tu Delphine Orviller? Comment j'ai connu Delphine Orviller? D'ailleurs, je pense comme... Tu vas pas à la synagogue? Non. C'est grave, docteur. Non, je vais pas à la synagogue, ou très peu. Mes grands-parents habitaient en face de la synagogue à Sarcelles, donc de temps en temps, pour certains événements, j'y allais. Mais non, je suis pas du tout une assidue. Encore une fois, je suis tendance Spinoza, hein, donc j'adore la spiritualité, mais moins la pratique. Et est-ce que tu penses que ta double culture a une incidence sur ta forme d'humour? Alors, est-ce que c'est la double culture? Oui, parce que tu es toujours obligé de prendre du recul, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis ni l'un ni l'autre. Non, alors après, bien sûr qu'on peut revenir à l'humour juif, évidemment, et c'est aussi pour ça le thème du oui, bien sûr. 5e chapitre. Bah oui, parce qu'en Guérir. fait, c'est une vraie dans lequel intervient. C'est une vraie question. Pourquoi parle-t-on d'humour juif, tout simplement? Alors, et c'est là où je me suis dit que Delphine. Alors, franchement, je me rappelle plus exactement. Je pense que il y a des gens comme ça qui nous avaient présenté. Et ensuite, surtout, j'ai lu tous ces livres extraordinaires. Je l'ai croisée à plusieurs conférences. Je trouve que c'est une fille qui a une parole d'une beauté, d'une justesse, d'une fluidité à chaque fois que vous l'écoutez. Je l'ai beaucoup écouté pendant le confinement. J'étais abonnée à Ténoua, qui est un magazine du judaïsme libéral, et elle racontait tous les mardis des conférences. Enfin, elle fait des conférences tous les mardis soirs. Elle faisait des conférences tous les mardis soirs, et à chaque fois, t'écoutes ça et t'as l'impression d'être plus intelligent. Donc, c'est quand même une capacité extraordinaire de cette femme. Je me suis dit bon, je vais lui demander si elle veut bien répondre à quelques questions sur ce sujet. Et évidemment, elle est formidable. Elle raconte, parce que j'avais aussi entendu qu'elle disait que dans la Bible il y avait beaucoup d'humour, et je lui dis bon, c'est vrai. Elle me dit regarde, Abraham qui est censé être le patriarche est stérile, Moïse le dire comme il est bègue. Enfin tu vois, et ça c'est toute la force de Delphine. Oui, je crois quand même qu'il y a quelque chose avec les juifs et l'humour. Quoi, je sais pas très bien. Est-ce que c'est une arme, comme dit Romain Gary, l'arme des désarmés? Est-ce que c'est une façon d'être résilient? Et c'est ce que dit Woody Allen, quoi. Justement, parlons de l'humour juif et de l'hypocondriaque le plus connu au monde. Non, mais j'adore Woody Allen. Est-ce que tu penses que ça peut, sincèrement, que le rire peut guérir? Alors, ce qui est fou, c'est que là, on passe d'un sujet à l'autre, mais oui, bien sûr. Moi, j'ai été épatée. C'est ce que j'ai appris en bossant sur mon livre, puisque ça, en fait, j'ai fait une enquête. D'ailleurs, au début, c'était un peu trop sérieux. Mon éditrice m'a dit non, il faut que ça reste joyeux et rigolo. Mais je suis tombée sur ce mec extraordinaire qui s'appelle Norman Cousin, qui avait une arthrose très grave, très prononcée, et qui s'est soigné en regardant des comédies. Et à chaque fois qu'il regardait une comédie, il avait 30 minutes de répit, de poussée de son arthrite, quoi. Et il est devenu, il s'est guéri. Et il en a fait toute une thérapie, une théorie. Aujourd'hui, il exerce. Et je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je faisais tout à fait naturellement quand je me faisais larguer, par exemple. C'était de regarder Les Bronzés en boucle, Mes meilleurs copains, qui est mon film préféré, et évidemment que ça fait tout de suite du bien. Comme les chats, d'ailleurs. J'avais un chat. Daroussin Forever. Daroussin Forever. Daroussin, mes meilleurs copains. Ouais, quand j'ai découvert ça, et comme j'ai des parents 68 ans, mais c'est cool. Elle a des petits seins en poire, vachement excitants. Non, mais c'est franchement. Et alors, j'ai voulu montrer à mes fils qui n'ont pas du tout compris pourquoi j'étais aussi morte de rien. Mais mes parents 68 ans, ça les a fait beaucoup marrer, et c'est exactement Clavier, ce que j'ai vécu. Gérard Lanvin, que j'embrasse. Oh là là, extraordinaire. Donc oui, bien sûr. Alors, et après, j'ai Brigitte Millot qui est médecin,
avec qui j'ai bossé et qui m'a dit qui m'a confirmé. Après, puis je l'ai lu, quoi, et d'ailleurs, le Rire Médecin, qui est une association formidable de circassiens qui vont dans les hôpitaux pour soigner, enfin, en tout cas, aider les enfants lorsqu'ils ont des soins. En fait, le chapitre, le 6e chapitre parle des rires, du sentiment, parce que tu disais que quand tu te faisais larguer, t'aimais bien aussi regarder des films qui te faisaient rire, et donc ça s'appelle aussi L'amour au premier like. Comment as-tu rencontré le père de tes enfants? Par un copain de bilingue. Ah oui? Tu savais pas? Non, je savais pas. Tu m'avais caché ça. Donc, tu vois, là aussi, il y a des liens un peu partout. Et dans ma vie, c'est vraiment ça qui me caractérise. Il y a toujours des histoires comme ça qui me suivent. Et Romain, mon copain, qui était au CP avec moi à l'école bilingue, qui était celui qui courait le plus vite, qui était le meilleur en maths, m'a présenté à 18 ans. Lui était parti dans un autre lycée. Il m'a présenté son meilleur copain et moi, je lui ai présenté ma meilleure copine. Et chacun, on a fait des enfants. Génial, hein. Avec les meilleurs copains. Donc oui, une histoire vraiment mignonne. Ah, c'est sympa. Et ensuite, dans le chapitre suivant, qui parle en fait des animaux domestiques. Je voulais savoir si tu avais toi-même des animaux domestiques. J'ai toujours eu des chats, en fait. Mais pourquoi j'ai fait ce sujet, c'est pas tant... en fait, j'essayais de voir ce qui marchait sur Insta. Et les chats, évidemment, c'est les rois. Ça fait 20 ans. Les chats sont les rois d'Internet. Voilà. Donc, c'est pas vraiment sur les animaux domestiques. Voilà, c'était plutôt sur l'idée des chats. Et c'est vrai que c'est pour ça que... Notamment donc le bouquin, enfin les 3 bouquins de Bernard Werber qui parlent de Bastet, et qui donc a fait effectivement une trilogie sur les chats. On sait moins parce qu'on connaît les fourmis, mais oui, maintenant il est sur les chats. Et sur les chats, et ce qui est amusant, c'est que Bernard Werber est membre de DSR. Donc voilà. Et puis il est en train de sortir en fait un nouveau bouquin là justement. Il est plus que prolifique. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il avait écrit un livre sur l'humour au début de sa carrière. Ah non, je savais pas. Vous êtes rencontrés? Oui, on s'est rencontrés. Je le connaissais là, je pense, parce qu'il était chez Albin Michel et que ma mère avait dû s'en occuper ou un truc comme ça. Donc je le connaissais de loin. Et évidemment, il me fascine. C'est un mec extraordinaire qui a là un cerveau, mais je pense beaucoup plus gros que tout le monde. Et qui habite qui a un appartement dans le 18e à côté de chez toi, ouais. Tout à fait. Mais c'est surtout je suis très impressionnée par son savoir, sa connaissance. Il est vraiment stupéfiant. Et pareil, il piquait tout le temps des mèmes de Mamouze. Alors je lui dis, Bernard, est-ce que tu répondrais à des questions? Et en fait, tous, que ce soit Adèle Vendrette sur la philosophe, Delphine Orviller, Caro de Maigret, et tout ça, ils ont tous dit oui tout de suite, alors que franchement, ils ne savaient pas de quoi aurait l'air ce livre. C'était un livre très hybride. Et ils ont tous dit oui, ils se sont tous jetés à l'eau, ce que je trouve vraiment adorable, quoi. Ouais, on aimerait bien recevoir Bernard Weber aussi. Je comprends. Tu parlais de ton engagement dans la vie, en tant que militante. Dans le livre, tu annonces un chiffre absurde de manifs. Mais c'est vrai, hein, c'est presque vrai. Alors donc j'ai voulu. Qu'est-ce qui te décide à y participer? Alors là aussi, j'ai commencé jeune, et pourquoi j'en ai fait beaucoup, c'est parce que j'ai des parents qui étaient très militants. Donc j'ai une mère qui était complètement écolo avant l'heure. C'est elle qui a monté les Amis de la Terre avec Brice Lalonde. Donc comme je le raconte dans le livre, j'ai fait toutes les manifs contre le nucléaire dès 78, donc sur les épaules de mon père. Et mon père était avant tout Trotsky, syndicaliste, donc pour la BNP. Donc en fait, lui, toutes les manifs, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que tous les week-ends on faisait une manif. Là, ça revient, mais pendant longtemps, il n'y a pas eu de manif. Mais là, ça revient avec la jeune génération. T'emmènes tes enfants? Alors moi, j'y vais, oui, bien sûr, sur les marches sur le climat, évidemment, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des parents hyper militants, donc c'était évident qu'il fallait que je sois engagée. Alors, je pense que mes frères, ils le sont moins. Moi, voilà, ça participe de ma vie, donc bien sûr, je fais des manifs, mais aussi j'essaye d'agir.
Mais j'adore, oui, pourquoi j'ai fait les manifs, c'est parce que j'adore les pancartes des manifestations, et les dernières pancartes dans les manifs écolos sont géniales. Du plastique dans les océans, moins de plastique dans les océans, plus dans le cul des Kardashians, ça par exemple. Il y en a plein des comme ça. Je sais pas pourquoi je manifeste, mais j'adore tenir des pancartes. Effectivement, des slogans qui tiennent le... Et Mathieu Demy, qui est absolument formidable, répond à mes questions dans ce chapitre-là. Là aussi, c'est vraiment un ami. Et il a un humour vraiment à la Buster Keaton. Et du coup, je trouvais que ça lui allait très bien de parler de ce sujet-là, parce qu'il est avec ses parents très engagés, Agnès Varda, Jacques Demy. Et surtout, il y a toujours cette idée de poésie pas loin. Donc la famille Demy, Agnès, l'art, la musique, c'est le dernier chapitre de ton livre. Quelle part la musique dans ta vie? Je dirais une part énorme. J'ai vraiment besoin de la musique pour m'accompagner. Je trouve que c'est le meilleur. C'est la meilleure façon. Je sais pas, c'est comme si c'était mémoriel, c'est-à-dire que dès qu'on entend une chanson, ça propulse dans le temps. Ça rend joyeux ou triste, ça accompagne tous les sentiments. C'est beau d'avoir une BO qui nous accompagne dans la vie, quoi. Moi, j'adore ça, la musique. T'écoutes quoi? Bon, alors... De tout. Okay. Non, mais surtout les années 70, c'est une catastrophe, c'est ce que je me disais hier. J'adore Crosby, Stills, Nash & Young, ça Wooden Ship, ça m'accompagne chaque jour presque. Nick Drake, enfin, je suis très... Parfois, Khalif. Heureusement, j'aime bien le rap. Alors Anderson .Paak ou voilà. Heureusement, j'ai quelques. Non, mais même. Sauvé par les enfants. Oui, et mes frères. Donc non, heureusement, voilà. Heureusement que je suis beaucoup moins musique française. Voilà, donc ça, j'avoue, c'est pas du tout mon créneau, quoi. Tu as intitulé en fait ta conclusion après le QI, le QE, le QS, calculer votre QH. Je voulais te demander d'abord qu'est-ce que le QS? C'était quoi? C'est le quotient sexuel? Non, Justement, c'est la question que je te pose. Oui, je crois que c'est ça. D'accord. En fait, on a reçu DJF Audebert pour son livre Le QU, quotient d'utilité. Et qui, comme toi, a mis un petit test en fin de livre. Ah bon, c'est drôle. Ouais. Et alors, justement, à propos d'utilité, comment utilises-tu l'humour dans ton travail? Alors, je dirais que ça dédramatise des situations, ça permet de faire passer des idées. Je trouve que l'humour a beaucoup de vertus pour ça, parce que tu peux toujours un peu questionner avec une petite remarque ludique, sympathique, et surtout, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une génération un peu différente. Avant, il fallait être très sérieux, il fallait faire passer les messages de façon rigoureuse. En France, on pouvait pas rire et dire un truc sérieux. C'était très difficile. Et même dans les rédactions, parfois, je passais un peu pour la farfelue de service, parce que justement j'avais toujours cet état d'esprit, et que tu vois là c'était pas très bon pour moi, parce que c'était pas à la mode. Et aujourd'hui, quand tu vois toutes les campagnes de pub, elles sont détournées. Enfin, tu vois, quand tu vois Buzzman, parfois on croit, c'est toi qui l'as fait. Alors on est devenus copains justement avec Georges Mohamed Chérif, parce que on est vraiment sur le même ton. Où je sais pas si vous avez vu la campagne d'RTL où c'est Meghan et Elisabeth II revivre ensemble. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a ce côté un peu d'autodérision, rigolo. En fait, justement, t'as le droit, les corps sont différents. Il y a un truc où c'est plus accepté de mettre du rire. La période est suffisamment anxiogène pour avoir besoin de légèreté au niveau publicitaire. Voilà, donc je pense que ça va un peu sur tout, même sur les médias. Et puis ça augmente la productivité des employés aussi. Tout à fait, c'est ce que je raconte dans le livre. Mais donc en fait, quand tu me demandes, je l'utilise, que ce soit avec les gens avec qui je travaille, que ce soit avec mes clients. Je pense qu'ils sont contents. Je rapproche ça aussi, encore une fois, à l'authenticité. C'est ta patte. Oui, c'est ma patte, exactement. En fait, j'avais une question, une idée précise en fait en te posant la question. J'ai regardé en fait ton interview de Charlize Theron, et quand elle arrive, elle est complètement paniquée parce qu'elle a ses cheveux, elle est très très attachée en fait à son apparence, à sa coiffure, et en fait tu dédramatises complètement les choses et tu la mets à l'aise
en la faisant rire. Et je m'en souviens pas, c'est parce qu'en plus c'était il y a longtemps, hein, mais oui, bah en fait c'est ce que je dis toujours, dans la rue, enfin alors maintenant on a des masques, mais si tu souris, les gens te sourient. Moi, c'est vraiment ma philosophie et enfin, c'est rare quand quelqu'un répond pas. Soit il est pas bien, soit il y a quelque chose qui cloche dans sa vie à ce moment-là. Mais je pense que si tu crées un lien avec quelqu'un en lui souriant, ou si tu fais une remarque en disant il est beau votre pull, je peux te dire, enfin, c'est sûr que ça va marcher, quoi. Est-ce que tu soutiens une association ? Bien sûr, la Maison des Femmes. Je suis ambassadrice. C'est un endroit extraordinaire qu'a créé Rada Hatem, qui est gynécologue et qui a décidé d'ouvrir une annexe à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, et c'est un lieu inédit qui n'existait pas en France, qui aujourd'hui est en train d'être déployé dans beaucoup de villes de France, et ça me réjouit. En fait, elle a imaginé tout le parcours d'urgence pour des femmes violentées, victimes de viol ou de drames familial ou conjugaux. Et en fait, il y a un avocat, un flic, des médecins, des psychologues, et ça n'existait pas. Et alors que c'est tellement évident qu'il fallait que ça se crée. Et donc, elle se bagarre comme une malade. Elle a toujours son bâton de pèlerin et elle est allée voir Kering, est allée voir les ministères pour obtenir des fonds. Et puis, on s'est rencontrés, et avec beaucoup de gens, hein. Et en fait, elle est tellement formidable, cette femme. Elle a beaucoup d'humour, elle est très joyeuse. Moi, j'adore, parce que ça aussi, travailler avec des gens, ça change tout. Heureux et joyeux, en tout cas, ou qui aiment se marrer. Et donc, on s'est embarqué avec elle. On a fait des levées de fonds. Il y a Oxmo Puccino qui m'a donné une chanson, qui m'a appelé, qui m'a dit « J'aimerais bien vous donner une chanson pour Rada. Écoute. » Et bon, elle est formidable, elle s'appelle Tendrement. Et le message est sublime, comme toujours avec Oxmo. Et après, du coup, j'ai produit le clip et tous les droits sont reversés à la Maison des Femmes. Après, il y a Jade Damas qui m'a dit est-ce que je peux rencontrer Rada ? Je ferais bien une capsule de robes et de vaisselle au profit de la Maison des Femmes. Et on a fait ça. Enfin voilà, et ça continue, c'est génial parce que c'est une cause qui aujourd'hui est quand même sur le devant de la scène, et Rada le porte tellement bien, et puis que du coup Marseille, ça y est, c'est ouvert. Elles y étaient là la semaine dernière, Ina Moja, Elisabeth Moreno, Rada, c'est une très belle aventure, et je suis très heureuse si des femmes dans des situations très difficiles, parce que parfois on sait pas en fait ce qu'il faut faire et comment faire, et c'est déjà s'il peut y avoir des endroits comme ça de repli et surtout où des gens qui sont habitués à recueillir la parole des femmes, ce qui était vraiment comme on le sait, un très grand manque. Ce qui est toujours un sujet, puisqu'il y a encore des papiers qui sont sortis la semaine dernière, improbables, sur des remarques complètement abjectes de certains policiers à l'encontre d'une jeune femme. Les viols de femmes encore par leur mari, c'est quotidien. Ouais, quotidien, tout à fait. Donc et puis quand on rencontre Rada, on tombe sous son effet et on y va. On mettra le lien de l'association en commentaire. Évidemment. Est-ce que, parce que ta vie n'est fait que de rencontres, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais ou que tu aurais aimé rencontrer, donc vivants ou morts? J'adore cette question. Bob Marley, évidemment. Pour lui présenter ta thèse. Non, mais pour discuter, parce que lui aussi était moitié-moitié. Il était aussi un peu juif. Et en fait, je suis sûre que c'est sa mixité. Et rastafarien, en fait. Ouais. Pardon pour revenir à mon sujet. Non, et surtout, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûre que, et donc métisse, et je suis sûre que c'est pour ça que sa musique avait autant de force. C'est le premier chanteur du tiers-monde à avoir touché le monde occidental à ce point-là, et qui a le plus vendu disque. Et je suis sûre. Il a une si petite carrière, parce qu'il est quand même décédé à 34 ans, hein, quand même. Ah oui, c'est 30, non, pas. Oh, il était 32, 33, il est mort très très jeune. C'était terrible, mais je suis sûre que, parce que c'est ça qui est fou, c'est comment son message de cette toute petite île jamaïcaine, il a touché autant de monde et jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'adore aussi, le reggae. Quand tu me demandais, j'aurais dû le dire. J'ai une passion pour le reggae. Non, mais pour de vrai, les gens, mais parfois, n'importe quoi. Oui, j'adore, et j'adore les vieux reggae. Moi, j'adore tous les musiques aussi africaines. J'adore les trucs qui sont un peu tribaux. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le Naya Bingi, ça s'appelle la première musique jamaïcaine, et je trouve ça magnifique. Donc oui, un Bob Marley, évidemment, par exemple, où je rêve toujours d'assister comme une petite souris à la rencontre entre Einstein, Chaplin et Marie Curie.
Voilà, ça c'est des livres même que j'aimerais écrire parce que je trouve que c'est pour ça que j'adore les biographies. C'est parce qu'on n'imagine pas qu'il y a des gens comme ça qui se sont rencontrés. Mais Chaplin les a invités, Curie et Einstein, à son avant-première. Génial. T'imagines la rencontre, qu'est-ce qu'ils se sont racontés. Voilà, des gens comme ça. Moi, c'est voilà des esprits exceptionnels. Des gens comme ça qui voilà. Je me dis, mais j'adorerais être une petite souris pour écouter ça. Tu nous as dit tout à l'heure que tu collectionnais les livres. Oui. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Des livres. Il y a un livre que j'adore et que j'offre à chaque fois qui s'appelle Les Mains du Miracle de Joseph Kessel. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Bon, bah voilà, il faut le lire tout de suite. Là aussi, c'est une histoire vraie. On va le rajouter sur la pile de la table de nuit. Et j'adore les livres, voilà, des biographies, les livres de Dominique Bonnat ou de Irving Yalom. Justement, je parlais de Spinoza tout à l'heure et il est extraordinaire, ce Irving Yalom, parce qu'il arrive à raconter des livres d'histoire, mais avec des rencontres qui ne devraient pas avoir lieu, et il le fait merveilleusement bien. Et du coup, il parle le cas Spinoza est génial. Je vous conseille aussi. Il y a des livres comme ça qui marquent pour toujours. On va essayer. C'est assez empirique parce que on lit évidemment tout ce que nos invités ont pu écrire, ou en tout cas un maximum. Oui. Donc Ah oui, il y a ce vrai travail là de prépa qu'on fait, et après il y a la rencontre où on nous donne des titres de livres qui ont l'air complètement passionnants. Et donc, je pense que je suis à 30 ou 35 bouquins sur ma table de nuit. Mais après, il faut les donner à la Bibliothèque Sans Frontières, qui est une super association aussi. Et là, en ce moment, bonne idée. Tu peux aller donner tes livres à la FNAC pour Bibliothèque Sans Frontières, et ils les donnent ça dans un endroit où il y a moins de livres. Génial. Sinon, y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé de ta façon de voir la vie? C'est joli. Une journée sans rire et une journée perdue, c'est Charlie Chaplin. Je la trouve assez belle, cette phrase. Mais c'est une belle conclusion. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous deux. Oui, merci Julie. On a fait plaisir de te voir. Très sympa. On remercie Brief de nous accompagner. Merci à Michael Winter pour le générique. Merci Cécilia Depardieu et sa marque Septilien. Chaque invité en fait repart avec un petit cadeau de la part de Cécilia, qui est un très joli bracelet. Je le mets tout de suite. Et puis on te remercie Julie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.